Oui, récemment, nous avons vu l'inauguration de cette banque et qui est une banque de développement parmi d'autres types de banques parce que nous savons que dans l'économie, il y a quatre grands types de banques qu'on peut citer, entre autres la Banque centrale, pour nous c'est la BCAO. Il y a la Banque de développement qui est une banque qui fait des investissements sur le long terme. Et il y a la banque commerciale, c'est les banques classiques qu'on connaît chez nous, telles que le BDM, Ecobank, etc. Et ensuite, il y a la banque qu'on peut dire banque des affaires, donc qui est une banque qui permet de financer les grandes entreprises. C'est un peu ça. Donc, la banque qui vient de voir le jour avec l'AES fait partie des banques d'investissement qui font des investissements à long terme. D'accord, il y a plusieurs banques dans le terme des économistes. Il y a plusieurs banques. Exactement. Il y a plusieurs banques dont je viens de citer. Il y a la banque centrale, il y a la banque d'investissement, il y a la banque commerciale et il y a la banque des affaires. Okay. D'accord. Qu'est-ce qu'une banque confédérale alors? Une banque confédérale, oui. dans ce cas de figure, fait partie du deuxième type de banque que je viens de citer. En dehors de la banque centrale, il y a la banque des investissements. Donc la banque confédérale qui vient de voir le jour, comment dirais-je, dans la zone AES, c'est une banque d'investissement sur le long terme. Donc c'est une banque qui, en d'autres termes, on peut dire c'est une institution financière qui réunit des États. Donc des États dans le sens que il permet de réunir leurs forces pour le financement sur le long terme. Donc, ce deuxième type de banque qui vient de voir le jour chez nous, c'est des investissements de grandes envergures, tels que les financements des projets, tels que le financement des autoroutes, tels que le financement des infrastructures, grosso modo. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi créer une banque confédérale maintenant? Et cette banque-là est-elle créée dans quel contexte selon vous? Oui, cette banque vient de voir le jour parce que ils veulent, c'est une rupture. C'est une rupture. Rupture par rapport, parce qu'on vient de quitter la CEDEAO, il faut noter, premier élément. Et l'AES a vu le jour. Donc c'est une banque qui vient renforcer les objectifs de l'AES. Premier élément. C'est une banque qui permet de relancer les notions de souveraineté. Parce que la CEDEAO, vous le savez que les trois pays ont quitté la CEDEAO. Il y a le Mali, il y a le Niger et il y a le Burkina. Ils ont quitté la CEDEAO. Donc maintenant, leurs objectifs, c'est financer leurs projets de grandes envergures. Donc il y a la notion de souveraineté, il y a la notion de rupture avec les réalités que nous savons, entre autres que les Occidents, ils ont freiné notre développement. Alors, quels peuvent être les défis de cette banque? Là, c'est une question qui est pertinente. Les défis de cette banque, c'est de sortir du train-train de la banque classique qu'on connaît. Et quelle est cette banque? La banque classique, c'est la banque commerciale qu'on connaît chez nous, qui font des financements de court terme. Donc, généralement, c'est en rapport avec les clients. Alors que pour le financement des projets d'envergure, il n'y avait pas ce type de banque chez nous, la banque confédérale. Parce que c'est une institution financière. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'acquisition de la souveraineté. Parce que de plus en plus, on parle de la monnaie. Comment créer notre monnaie? Donc, la création de cette banque est une étape parmi tant d'autres dans le processus de création de la monnaie. Voire, comme on le dit chaque fois, la monnaie de l'AES. Okay. Alors, en parlant de cette monnaie, comment cette banque aura-t-elle son financement, c'est-à-dire son capital? Oui, son capital et le financement, là, on peut le savoir automatiquement parce que c'est les États, les trois États, ils vont apporter leurs apports en termes de capital. Premier élément. Deuxième élément, il y aura des partenaires stratégiques tels que la Russie. C'est des partenaires stratégiques qui peuvent apporter des mécanismes de financement. Et d'autres termes, on peut voir aussi le financement à travers les impôts. OK? Et nous savons que dans chacun de ces États, il y a du minerai, il y a de l'or. Les ressources. Les ressources. Donc, qui peuvent être, comment dire, stockées au niveau de cette banque
qui peut soutenir le financement de cette banque. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Est-ce que c'est garanti? Est-ce qu'il y a une garantie dans ça? Parce que les questions monétaires, les questions de financement ont besoin en réalité, je ne suis pas économiste, mais besoin de confiance, de garanties, tout ça. Oui, là, quelles sont les ressources qui peuvent garantir, par exemple, chez nous oui, les ressources, je viens de le citer, j'ai pris un peu le train en avant, mais j'ai parlé de l'or. Ok, premier élément. Il y a le lithium aussi, qui peut être considéré comme des sources de garantie par rapport à cette banque. Premier élément. Deuxième élément, et un aspect qu'on pourra développer par ailleurs, qu'est-ce qui permet de soutenir la monnaie d'un pays? Parce que j'ai dit que la création de cette banque confédérale est une étape parmi tant d'autres pour la création de la monnaie pour les pays concernés. Donc, comment créer de la monnaie dans ce cas? Parce que la monnaie doit être soutenue par des ressources. Et la monnaie aussi doit être créée par une structure. Mais pourquoi création de monnaie? Vous répétez chaque fois création de monnaie. Vous croyez qu'on tend vers la création d'une nouvelle monnaie dans le Sahel? Oui, je pense que là, c'est envisageable dans ce cas de figure parce qu'on vient de voir la création de la Banque confédérale. Premier élément. Mais les fonds de la banque là, peuvent être comme la BCAO, les fonds comme le CFA, entre autres. Pourquoi pas le CFA? On ne peut pas continuer avec le CFA? On peut continuer avec le CFA et je viens de citer les 4 types de banques dans un pays. Il y a la banque centrale, il y a la banque d'investissement, il y a la banque commerciale et il y a la banque des affaires. Et nous sommes au deuxième type de banque, la banque d'investissement. Premier élément. Ça veut dire que cette banque ne crée pas de la monnaie. C'est la BCAO qui est émettrice de la monnaie, de la masse monétaire. Et jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, à l'instant T, on n'est pas buté à un problème de monnaie. Mais, dans les jours à venir, tout tend à dire que cette banque peut créer de la monnaie dans les jours à venir. Elle peut se transformer à travers les États pour créer de la monnaie. Et la création de la monnaie aussi, nous savons que pour créer de la monnaie comme ça, c'est pas facile pour nos États parce qu'il faut de la stabilité. Stabilité, comment contrôler la monnaie, la circulation de la monnaie dans un pays. Ça, c'est la stabilité parce qu'il faut éviter l'inflation. On a vu beaucoup de cas, quand on crée de la monnaie, il ne faut pas créer comme ça de la monnaie pour le créer. Mais comment contrôler de la monnaie? Et avec dans la zone CEDEAO, à l'instant T, la monnaie, elle est contrôlée par la BCEAO. Alors, si l'AES décide de créer sa propre monnaie, quel peut être leur moyen de contrôle? Est-ce qu'on peut contrôler à l'état actuel notre propre monnaie? Là, c'est une question qui est pertinente, mais qui est très difficile. Dans le cas, comment dirais-je? Pourquoi? Parce que il faut savoir que la productivité avec le taux d'inflation correspond à la masse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire que dans une économie, si les gens ne travaillent pas, s'il n'y a pas de la valeur ajoutée, s'il n'y a pas de richesse créée, s'il n'y a pas d'usine transformatrice, créer de la monnaie, ça veut dire que c'est voué à l'échec. Parce que la création de monnaie, comme je viens de le dire, c'est la productivité, c'est-à-dire ce que l'ensemble des entreprises apportent dans une économie, avec l'augmentation généralisée des prix, va correspondre à la masse monétaire, à la vitesse de circulation de la monnaie dans une économie. Donc, si on ne travaille pas, on crée de la monnaie, ça risque de provoquer l'inflation. Premier élément. Deuxième élément, si on ne travaille pas dans une économie, on crée de la monnaie, comment on peut être compétitif sur la scène internationale? Parce qu'on sait qu'une monnaie forte, ça décourage les exportations. Parce qu'on va vendre les produits à un prix élevé. Donc les gens, ils vont pas avoir accès. De nos jours, on prend l'exemple de la Chine. On dit que la Chine, il vend à bas prix. C'est-à-dire, il fait de la dumping. C'est un problème. Comment est-ce que... beaucoup croient, il faut développer ce point-là. Parce que beaucoup croient qu'il nous faut une monnaie, une forte monnaie. Pas une monnaie flexible, mais plutôt une monnaie qui est stable et puis forte également. Est-ce que c'est possible? Bon, on peut avoir une monnaie forte. Ça a des conséquences? Ça a des conséquences.
on peut avoir aussi une monnaie faible, ça a des conséquences. Et qui fait Donc tout se ramène à la notion de travail. Est-ce que dans une économie, réellement, les individus, ils travaillent réellement? Est-ce que les entreprises sont compétitives? C'est ça le problème. Donc si les entreprises, leur part dans l'économie nationale, parce qu'on sait que de plus en plus, les multinationales, ils se sont délocalisées dans des pays, ils sont compétitifs parce qu'il y a des travailleurs qualifiés. Donc il y a même des notions de capital humain qui reviennent toujours. Est-ce que les gens, ils sont capables de bien travailler, apporter une valeur ajoutée dans une économie? Donc, si les entreprises dans une économie ne sont pas performantes, forcément, dans un pays, il y aura tout le temps problème. Donc, ça nous renvoie tout le temps à la notion de productivité. Quel est le nombre d'heures travaillées par moyen des Maliens? Combien d'heures le Malien travaille? Quel est son apport dans l'économie? Autant pour l'individu, autant pour l'entreprise, dans l'économie nationale. Si cela n'est pas réel, n'a pas un impact réel dans un pays, donc créer de la monnaie, ça veut rien dire, ça peut rien apporter. Également, il y a le côté confiance avec les autres pays. Est-ce que si nous créons notre monnaie comme ça dans le Sahel, est-ce que les autres pays, par exemple les grandes puissances ou bien même les pays de la sous-région, est-ce qu'ils feront confiance à notre monnaie? Est-ce que, voilà, selon vous, est-ce que ça a un rapport? Ça a un rapport parce que la notion même de crédit, crédeur, c'est un mot latin qui vient de la confiance. Tant qu'il n'y a pas de la confiance, tu ne seras pas crédible. C'est pour cela, même avec la notion de dette intérieure, qui est une notion qui est pertinente dans une économie, parce que ça permet de déterminer la santé économique d'un pays. La dette intérieure. Oui. C'est quoi la dette intérieure? La dette intérieure d'un pays, c'est l'ensemble des emprunts qui est contracté par l'État. Au niveau des entreprises, au niveau d'autres institutions. Et donc, quand les individus ou les entreprises ne font pas confiance à l'État, c'est-à-dire l'État perd sa crédibilité, que ce soit pour l'État ou pour une entreprise X, on ne va pas te donner de l'argent. Les gens ne vont pas venir vers vous parce que vous n'êtes pas crédible. Donc, la confiance est perdue. C'est pour cela que vous allez entendre dans beaucoup d'économies, on dit oui, l'État essaie de gagner la confiance de ses partenaires. Alors, comment gagner la confiance de ses partenaires? Oui, c'est en respectant les termes de l'échéance. C'est-à-dire, quand l'État s'endette, il faut que l'État soit capable de rembourser, l'État soit solvable, etc. Donc, c'est un rapport avec la solvabilité. D'accord. Dans le contexte actuel du Mali, nous avons vu vers la fin de l'année 2025, l'État a essayé de payer plus de 312 milliards de francs CFA dans la dette intérieure. Sur le cas actuel du Mali, où en est-on également par rapport à la dette intérieure, le paiement? Par rapport à la dette intérieure, il faut tirer un chapeau à l'État. Parce que avec une économie résiliente, une crise multidimensionnelle, si l'État arrive à payer des montants, comment dirais-je, un montant important dans le règlement de la dette intérieure, ça permet aux entreprises de se requinquer, d'avoir de la liquidité pour même payer leurs dettes en retour vis-à-vis d'autres types de partenaires. Voilà, parce que si l'État n'arrive pas à payer ses dettes, ces entreprises peuvent même partir en faillite. Ah oui. Alors que, comment dirais-je, la santé économique d'un pays est déterminée par le nombre d'entreprises qu'il y a au sein de l'économie. Imaginez un corps sans eau. C'est comme imaginer aussi, par métaphore, un pays sans entreprise, sans une entreprise performante. Toute chose est égale par ailleurs. Donc, si l'État arrive à payer sa dette intérieure, pas totalement, une partie, ça permet à l'État de gagner la confiance de ses partenaires. C'est un peu ça. D'accord, ça c'est compris. Parlant toujours de la monnaie, la création de la monnaie, sinon la banque BCID AES. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives que cette banque peut offrir au Mali particulièrement? Les perspectives sont réelles. C'est gagner de la souveraineté. Parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des limites qui sont tracées par certaines entreprises multinationales et voire même par certaines banques commerciales qui sont très limitées dans le financement. Ils ne peuvent pas dégager de grands capitaux ou de grands prêts de long terme. Alors que la réalisation de telles banques confédérales permet de financer des projets de long terme. La construction des hôpitaux, la construction des routes, la construction des usines. Et toute chose est égale par ailleurs.
ce type de banque permet de financer la construction d'une usine. L'usine construite va permettre de recruter un grand nombre. Alors. Donc, ça peut réduire le nombre de chômeurs. Et aussi, ça peut recruter un grand nombre de manœuvres pour construire des autoroutes. D'accord. Et on sait que la fluidité dans le commerce, c'est la capacité des individus de se déplacer, de se mouvoir entre eux, donc à l'intérieur de l'État et entre même les États. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Professeur Damagile, c'est une question qui est relative à votre vie personnelle. D'accord. Vous venez d'être promu docteur honoris causa. Également, vous avez d'autres prix. Voilà. À travers, après vos recherches, après un certain nombre de travaux que vous avez menés. Oui, d'autres graduations. Voilà. Quel message avez-vous? De quoi s'agit-il exactement? Pouvez-vous nous expliquer tout de suite? Ok, je suis très content de cette question parce que je viens même d'être victime de désinformation parce que j'ai vu que il y a au niveau de la cybercriminalité, il y a des individus mal intentionnés qui s'assoient derrière leur PC, ils envoient des fausses informations. Et en disant que le titre de docteur honoris causa, j'ai été révoqué. Tel n'est pas vrai. Je suis docteur honoris causa. Au-delà de cela, j'ai été gradué maître de conférence au niveau de notre CNLA, qui m'a gradué, qui me permet non seulement, comment dirais-je, d'encadrer des thésards au Mali et d'avoir une reconnaissance nationale. Étant donné que j'ai une reconnaissance internationale doublement au niveau du docteur honoris causa, de l'IRPA et au niveau du CAMES. Donc là, ce sont des éléments qui permettent non seulement à ma personne de redoubler d'efforts dans mes recherches et d'être reconnu nationalement et internationalement. D'accord, c'est quoi un docteur honoris causa? Parce que d'autres vont dire, mais c'est quoi docteur honoris causa? On n'a jamais entendu parler. Oui, ce terme existe il y a longtemps, comme je l'avais expliqué en son temps. Docteur honoris causa, comme vous l'entendez, c'est quelqu'un qui est honoré par rapport à une cause, à un domaine précis. Alors, et qu'est-ce que vous avez été honoré dans quel domaine et dans quelle cause précise? Oui, j'ai été honoré par rapport à mon domaine qui est l'économie du développement. Donc, dont la spécialité, c'est l'analyse et la politique économique par rapport à mes recherches scientifiques. Donc, on m'a honoré en tant que docteur honoris causa. Donc, dorénavant, je suis docteur honoré par rapport à ma spécialité d'économiste du développement. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, au Mali, est-ce que ces titres-là existent précisément au Mali? Au Mali, ça n'existe pas au Mali en réalité, mais il y en a, ils en ont bénéficié. Mais dans mon domaine, tel que l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, je suis le premier à avoir de tels titres à l'échelle internationale. Donc là, je suis honoré et ça pousse d'autres Maliens de partir dans ce sens. Et à travers mon réseau, c'est-à-dire je suis le président aussi du réseau des économistes du développement. Donc, on va essayer d'instaurer de tels titres au Mali dans les jours à venir. C'est un peu ça. D'accord. C'est quoi le réseau des économistes du Mali, REDEV? Le réseau des économistes du développement, REDEV, donc c'est une association qui réunit des experts, des spécialistes dans le domaine de l'économie et, comment dirais-je, pour booster le développement au Mali. Alors, c'est créé quand et puis quels sont vos objectifs? Oui, c'est créé en 2024. Et bientôt, on va faire le lancement et vous allez être invités pour nous aider dans la partie médiatisation du lancement, évidemment. Donc, je suis le président et il y a beaucoup d'initiatives, promouvoir la recherche scientifique au Mali, comment dirais-je, mettre des mécanismes de recherche scientifique au Mali. Donc, c'est un réseau, une association de développement scientifique qui va permettre de booster la recherche scientifique au Mali, de manière générale. D'accord. Comment va la santé des études dans le domaine de l'économie au Mali? Je veux parler des filières. Voilà. Au Mali, est-ce que ça avance le secteur et l'économie au niveau de l'enseignement supérieur? Bon, j'ai compris ta question d'une sens, mais c'est que je peux répondre. Parce que j'ai élaboré un livre sur l'enseignement supérieur, le capital humain et la croissance économique au Mali. Donc là, il y a beaucoup de recommandations qui parlent des réformes à faire au niveau de l'enseignement supérieur.
Et quand on parle de l'enseignement supérieur, il ne faut pas oublier les autres ordres d'enseignement. Et aussi, il faut mettre l'accent aussi sur la formation professionnelle qui est d'actualité, qui est réelle de nos jours. Donc, c'est qu'il faut retenir, grosso modo, le système éducatif malien demande des réformes réelles. Donc, ce n'est pas le travail d'un jour, mais l'État a fourni beaucoup d'efforts à travers la création des universités. Il faut le dire, il faut le mentionner. Mais dans les jours à venir, il faudra faire des réformes dans ce sens pour qu'il y ait adéquation entre l'offre et la demande de formation. D'accord. Voilà. Ça, c'est compris. Docteur Damangile, comment supporte l'économie malienne au jour d'aujourd'hui selon vous? L'économie malienne est une économie résiliente de nos jours. Il faut mentionner qu'il a connu beaucoup de crises. Covid, comment dirais-je, crise politique, comment dirais-je, les terroristes. Il y a eu beaucoup d'éléments dont l'économie malienne a subi. Mais ce qu'il faut retenir, l'économie tient. C'est ça l'élément important. Et quels sont les mécanismes encore à mettre sur place? Grosso modo, ce qu'il faut retenir, l'économie a été une économie résiliente qui demande des réformes profondes. Parce que pour avoir une économie équilibrée, ce n'est pas seulement l'économie, c'est tous les secteurs qui permettent d'avoir une stabilité et qui a une influence positive sur l'économie. Donc, s'il y a déséquilibre par rapport aux autres domaines d'activité, forcément, l'économie va être branlée. Donc, il y aura des déséquilibres. Donc, comment stabiliser l'économie? Parmi tant d'autres, le règlement de la dette intérieure, qui permet de déterminer la santé économique du pays, sont des mécanismes par lesquels on peut stabiliser l'économie et booster le développement. Mais il y a l'autre aspect qu'il faut savoir et qu'il faut le dire. L'important, ce n'est pas d'avoir, comment dirais-je, une loi de finances équilibrée. Parce que j'ai remarqué ça au niveau de la loi de finances. 2026 2026. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme si on veut avoir une loi de finances équilibrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément, les recettes sont égales aux dépenses, on n'a pas besoin de cela. On peut avoir, comment dirais-je, des dépenses élevées, on peut fonctionner en déséquilibre, ça ne pose pas de problème. Mais l'essentiel est que les secteurs prioritaires soient visés. Les secteurs prioritaires, la santé, l'éducation, même la défense, soient priorisés. Donc, avoir, comment dirais-je, une loi de finances, les recettes dépenses déséquilibrées, ce n'est pas un problème en soi. D'accord. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué dans la loi de finances 2026. D'accord, ça j'ai compris. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette loi de finances également qui vous a marqué personnellement? Oui, parmi tant d'autres, le règlement de la dette intérieure qui permet de déterminer la santé économique du pays, qui est important. Parce que s'il n'y a pas de crédibilité, si l'État n'est pas crédible, alors que seul l'État a une vision globale de l'économie, c'est l'État qui permet de réglementer l'activité économique et de donner des directives de politique de développement de façon générale. Donc imaginez une fois si l'État n'est pas crédible. Voilà, là c'est un souci. Donc le règlement de la dette intérieure dont l'État a fait, comment dirais-je, en 2025, c'est un élément déterminant qui est salutaire. D'accord, donc vous avez un mot pour voilà, ceux qui ont la main dans la pâte, je veux dire le ministre et ses accompagnateurs, ses collègues. Oui, bon, c'est de manière générale... Et si vous avez un message particulier, comme on achemine vers la fin? Ok, donc la première des choses qu'il faut souligner, c'est mes meilleurs vœux pour l'année 2026 qui vient de débuter. Ça, ce sont mes meilleurs vœux. Et que la paix règne au Mali et que l'État se rapproche de plus en plus aux chercheurs, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire il faut éviter, comment dirais-je, de faire des idées partisanes. L'État, c'est une globalité. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une seule institution. L'État, c'est tout le monde. Donc tout le monde doit avoir sa part dans la gestion de l'État. Tout le monde doit aider l'État dans sa politique. Et par rapport à cette question, je suis très content parce que dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Au Mali aujourd'hui. Au Mali, il faut le dire. Donc, il ne faudra pas que quelqu'un vienne de dire qu'il est spécialiste dans tel ou tel domaine alors que les vrais spécialistes existent. Et raison pour laquelle même le réseau des économistes du développement a vu le jour.
Parce qu'il y a des économistes qui sont spécialistes qui sont au Mali. Ok. Vous voulez passer quel message? Voilà, je veux passer le message, c'est que... En termes clairs. Merci, je suis très content. En termes clairs, le message que je veux faire passer, c'est que au Mali, il y a des spécialistes. Et précisément au niveau des économistes, il y a des spécialistes du développement. La banque qui vient d'être créée, c'est la banque du développement, la banque d'investissement pour le développement. Oui, oui. Donc, il y a des économistes du développement qui existent au Mali. Nous sommes là. On existe bel et bien. Ok. Donc, nous, les économistes, parce qu'il faut préciser, parce que les gens, ils font l'amalgame. Les économistes sont là pour accompagner, aider l'État. C'est clair. Les économistes aident l'État dans sa politique de développement économique et social. D'accord. Nous, on vient en aide pour l'État. Et que ça soit clair. Ok. Tous les économistes, vrais économistes dans le monde, ils viennent aider l'État dans sa politique. D'accord. Donc, nous sommes là pour aider l'État dans sa politique, les accompagner, les donner des directives réelles. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que le Mali peut avoir? Qu'est-ce que le Mali peut être? D'accord. C'est un peu ça. Ok. Si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est un remerciement et par rapport à de telles émissions, parce que ça permet de faire un éveil de conscience à tous les niveaux. Et mes remerciements à votre structure. Voilà. Alors, c'est ce qui marque la fin de cet entretien avec Dr Honoris Causa, professeur Damagile Diawara, président du réseau des économistes du développement REDEV. Merci beaucoup. Merci.